rappelant que la France, quand on regarde ce qu'on appelle l'énergie finale, c'est-à-dire l'énergie qui alimente les machines qui nous rendent la vie si douce, qu'il s'agisse des ascenseurs, des tractopelles, des trains ou des laminoirs, l'essentiel de l'énergie qui rentre dans une machine en France, qui nous rend un service quelle qu'elle soit, que ce soit de la mobilité, etc., c'est des combustibles fossiles. Et que la France, sauf erreur de ma part, ne possède plus du tout de gisement de gaz sur son sol et possède 1%, enfin extrait de l'environnement 1% du pétrole qu'elle consomme. Je vais également faire un petit rappel. J'avais dans... Alors pas dans l'hémicycle, ni dans cette salle, mais dans une autre salle de l'Assemblée, il y a très très longtemps participé à un colloque organisé par Yves Cochet, qui avait fait rigoler tout le monde à l'époque, sur le pic de production du pétrole. Ça devait être il y a une quinzaine d'années, je crois. Je voudrais rappeler que le pic de production du pétrole depuis est passé en ce qui concerne le pétrole conventionnel, c'est-à-dire que tout ce qui n'est pas le shale oil américain et les sables bitumineux canadiens est passé par un maximum en 2008 dans le monde. Il y a un lien direct avec ce qu'on a appelé la crise des subprimes, que depuis ça décline, et que en ce qui concerne l'Europe, l'Europe est en approvisionnement contraint à la baisse sur son pétrole depuis cette date. Ça, c'est quelque chose qui est géologique, d'accord, que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas. Ça va s'accélérer dans les décennies qui viennent, et en particulier, il y a un travail très complet qui a été fait par le Shift Project, qui est public, qui est disponible sur notre site, qui porte sur les possibilités de production de pétrole sous seule contrainte géologique des 16 premiers fournisseurs de l'Europe, qui sont par ailleurs les 16 premiers producteurs mondiaux hors Brésil et Canada. Et la conclusion de ce travail, qui a été mené par 2 anciens cadres dirigeants de Total, et pas n'importe lesquels, puisqu'il s'agissait de la personne qui était en charge de l'évaluation des gisements et la personne qui était en charge de l'exploration, c'est que la production de nos 16 premiers fournisseurs devrait être divisée par 2 d'ici à 2050, ce qui veut dire que leurs exportations vers l'Europe vont être divisées par n'importe quoi entre 2 et 20. Donc de la perte de souveraineté sur le pétrole, il faut s'attendre à en avoir, et pas qu'un peu. En ce qui concerne le gaz, le Shift Project va publier en novembre, dans quelques jours, là, un travail similaire qu'on a fait sur le gaz, confié à des personnes du même tabac, avec des données qui sont issues du même endroit, c'est-à-dire une base de données de l'ensemble des gisements de pétrole et de gaz dans le monde, à laquelle on a eu accès. Et le résultat de ce travail, c'est que le pic de production pour le gaz dans le monde dans son ensemble, c'est 2030. Celui pour la mer du Nord, c'était 2005. Donc si on ajoute à ça le fait que le charbon est en déplétion géologique en Europe depuis 1950, enfin depuis les années 50 en gros, hein, en fait, sur toutes les énergies fossiles, l'Europe étant, entre guillemets, perte de souveraineté depuis 2005 pour le gaz, 2008 pour le pétrole et les années 50 pour le charbon, avant même qu'il y ait des sujets de climat. Voilà, c'est dans donc il faut bien voir qu'en fait, sur les énergies fossiles qui sont le premier moteur de la civilisation dans lequel nous vivons, la question de la perte de souveraineté, elle est déjà à l'œuvre depuis longtemps et ça va s'accélérer. Et ça va se traduire directement en contraction de flux de toute nature que l'on a l'habitude de résumer classiquement sous l'angle PIB. Mais voilà, on va avoir un sujet de contraction des flux de toute façon, qu'on en ait envie ou pas, ce qu'on considère. Alors en ce qui concerne les combustibles fossiles stockent du carbone qui a été retiré à l'atmosphère il y a quelques dizaines à quelques centaines de millions d'années. C'est à peu près le temps qu'il faut pour faire du gaz, du charbon ou du pétrole à partir de résidus de vie ancienne, des fougères qui ont poussé au carbonifère pour le charbon et du plancton qui s'est développé dans la mer n'importe quand entre il y a 5 millions d'années pour une petite partie, mais surtout n'importe quand entre 100 et 400 millions d'années pour le pétrole et le gaz. Puis ces résidus de vie ancienne ont été enfouis par la tectonique des plaques sous le sol, gentiment distillés par la géothermie. Et tout ça a pris quelques dizaines à quelques centaines de millions d'années, ce qui veut dire que quand on déstocke ce carbone accumulé, ces poches de soleil anciennes, comme dit très joliment Yann Arthus Bertrand, dans l'atmosphère, quand on les déstocke et qu'on les remet dans l'atmosphère, on crée une asymétrie entre le rythme auquel la vie peut reprendre du carbone de l'atmosphère et le rythme auquel nous, on déstocke le carbone qui avait été anciennement stocké. Pour la biomasse, en fait, la biomasse n'est pas nécessairement neutre en carbone, c'est toute la difficulté du décompte, ça dépend dans quel stock on tape. Pour que la biomasse soit considérée comme neutre en carbone, il faut taper dans un stock qui, si on ne tapait pas dedans, serait à l'équilibre, avec chaque année une partie des arbres qui meurent, on va dire, et de jeunes arbres qui repoussent. Et à partir du moment où on prélève dans un stock qui est à l'équilibre moins que ce qu'on appelle l'accru forestier annuel, c'est-à-dire la quantité de biomasse qui se forme par photosynthèse, à ce moment, on considère qu'on a affaire à une énergie renouvelable. Si on prélève plus, à ce moment, on a affaire à de la déforestation
Et ce n'est pas du tout compté dans les énergies renouvelables, c'est compté. Et alors c'est toute la difficulté, c'est que dans une partie des réglementations qui poussent à l'utilisation de la biomasse, en fait on n'est pas capable de mettre des seuils. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de dire on va favoriser l'appel à la biomasse jusqu'à tel niveau, parce qu'après on bascule dans la déforestation. Et par ailleurs, il y a quelque chose dont on sait très mal tenir compte dans ce genre de cas de figure, qui est les effets dominos ou les effets de transfert. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, on considère que le colza qu'on fait pousser en France pour faire des agrocarburants, c'est de la biomasse neutre en carbone. Mais moi, je pourrais vous dire, on pourrait très bien, à la place de ce colza, ne pas faire pousser de colza, diminuer la taille des voitures, et par ailleurs, à la place du colza, faire pousser du soja et de la luzerne, et éviter d'en importer du Brésil, et comme ça, éviter de la déforestation. Bon. Donc vous voyez, dans le deuxième cas de figure, je peux considérer que le colza, par effet d'éviction, empêche de mettre en France des cultures qui, elles, vont engendrer de la déforestation. Du coup, est-ce que je considère que ce colza, il est neutre en carbone ou pas? Ben, vous voyez, ce genre de... Donc il y a plein de questions de méthode qui sont très compliquées quand il s'agit de faire appel à la biomasse. Et en tout état de cause, si on raisonne à l'échelle planétaire, actuellement, à l'échelle planétaire, la Terre est en déforestation. Ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'on met quelque part une culture énergétique, bah, on peut se dire que, comme c'est la culture marginale, c'est la dernière qu'on met en œuvre, c'est elle qui est responsable d'une partie de la déforestation qu'on pourrait éviter sinon si on ne mettait pas en œuvre cette culture. Voilà, donc c'est compliqué, les raisonnements sur la biomasse. Il n'y a rien de très simple là-dedans. Est-ce que le seul chemin, c'est celui de la décroissance ? Je pense que c'est quelque chose qu'on ne va pas réussir à éviter. Et en fait, quand on regarde les flux physiques, c'est quelque chose dans lequel nous sommes déjà en Europe depuis 2007-2008, c'est-à-dire le passage de l'approvisionnement, enfin du maximum de l'approvisionnement pétrolier, qui signifie qu'en fait la décroissance, on s'en rend pas compte, mais on est déjà dedans. Alors quand je dis on s'en rend pas compte, les élites urbaines comme nous s'en rendent pas compte, parce que nous on fait partie des préservés du système, vous et moi. On vit dans un endroit qui est loin des flux physiques. On vit en ville, les vêtements arrivent au magasin, la nourriture arrive au supermarché, enfin on ne se rend pas bien compte de ce qu'il y a à l'amont. Et donc, voilà, donc on n'est pas les premiers, j'ai envie de dire, à se rendre compte avec nos sens, et les sens ça compte quand même chez les animaux que nous sommes, on n'est pas les premiers à se rendre compte avec nos sens de ce qui est en train de se passer, mais en fait on est déjà dans une espèce de décrue larvée en Europe, et les Italiens s'en rendent très bien compte, les Espagnols et les Portugais s'en rendent parfaitement compte aussi. Et c'est malheureusement quelque chose qui va s'accélérer parce que les combustibles fossiles, qui sont eux-mêmes en décrue subie, jouent un rôle tellement central dans l'émergence de la civilisation dans laquelle nous vivons, que cette décrue ne sera pas compensée par aucune autre forme d'énergie décarbonée dans les temps, compte tenu des ordres de grandeur qui sont en jeu. Donc les énergies décarbonées vont pouvoir jouer un rôle d'amortisseur, donc c'est bien d'en faire, mais ça ne va pas complètement éviter une remise en cause parce que les combustibles fossiles sont absolument partout, à commencer par le vêtement que je porte, la cravate que vous portez, etc., le vernis de la table sur laquelle je m'appuie, tous les composants du micro dans lequel je parle, enfin il y a du pétrole, il y a des résidus de pétrole, ou des dérivés du pétrole plus exactement partout là-dedans. Et donc faire une civilisation actuelle sans combustible fossile, personnellement je n'y crois pas. Je pense que c'est juste pas possible. Donc avec de moins en moins de combustibles fossiles, oui, on va avoir droit à quelque chose qui s'apparentera. Alors appelons-la décroissance, contraction, sobriété, tout ça, c'est des variantes sémantiques d'un concept qui est exactement le même, c'est-à-dire qu'on va devoir faire avec moins de choses physiques. Alors est-ce que c'est une catastrophe? Il nous appartient que la réponse soit non. Est-ce qu'on va pouvoir y échapper? Je ne crois pas, pour des raisons physiques aussi. Concerne les ressources métalliques, c'est qu'il y a un cercle, alors je ne sais pas si je dois l'appeler vicieux ou en tout cas d'asservissement, entre l'énergie et les métaux, tout simplement parce qu'avec le temps, la teneur en métal des minerais baisse, et ça veut dire qu'il faut de plus en plus d'énergie pour produire une tonne d'un métal donné. Pour vous donner un exemple, si ma mémoire ne me fait pas trop défaut, dans les premières mines de cuivre qui ont été exploitées dans le monde, et notamment la mine de Rio Tinto, qui a donné son nom ensuite au groupe minier éponyme qui se trouve en Espagne, je crois qu'au début de l'exploitation minière, il y avait de l'ordre de 15 à 20% de cuivre en poids dans le minerai. Aujourd'hui, la teneur moyenne en cuivre en poids dans le minerai des mines exploitées dans le monde, c'est 0,4%. Et donc on est descendu de 20 à 0,4. Et il y a un mouvement général de baisse de la teneur en métaux de toutes les mines qu'on exploite dans le monde.
Et c'est évidemment pour cette raison-là qu'une partie des mines françaises ont été abandonnées, parce qu'il y a encore un peu de ressources en France, mais que les mines françaises ont été abandonnées, tout simplement parce que la teneur devenait trop basse et que du coup, c'était pas rentable en compétition avec d'autres gisements dans le monde qui étaient plus intéressants. Donc pour accéder aux métaux, il faut de l'énergie. Et les ressources qu'on peut éventuellement avoir en France, elles sont conditionnées nécessairement à la quantité d'énergie dont on peut disposer pour accéder aux métaux en question, et par ailleurs au gisement de départ, à l'inventaire de départ. On restera nécessairement dépendant, pour partie, de choses qui ne viennent pas de France. Quand on regarde par exemple les quantités de cuivre qui sont impliquées dans le développement de tout ce qui est électrique, il est évident qu'en France, on ne peut pas déployer quoi que ce soit de significatif comme mode renouvelable ou même pas renouvelable et comme usage aval électrique sans importer du cuivre. C'est pas possible. Alors ça sera peut-être facile, ça sera peut-être difficile, j'en sais rien. Sur le cuivre, il y a une information qui a été publiée par l'Agence internationale de l'énergie il n'y a pas très longtemps, disant que les mines de cuivre en fonctionnement dans le monde et celles qui sont en cours de développement, donc en cours de développement, ça veut dire que les infrastructures d'exploitation du minerai sont en cours de construction, passeraient leur pic entre maintenant et dans 2 ans. Et pour rajouter des nouvelles mines, c'est-à-dire pour que des nouveaux projets voient le jour, il faut compter entre 10 et 15 ans. On a un confort, j'ai envie de dire, temporel, qui n'est pas exactement le même. En ce qui concerne les hydrocarbures, comme vous le savez probablement, on a 3 mois de stock en France. C'est-à-dire que si demain matin, tous nos fournisseurs nous coupent les vivres sur le pétrole, le pays fonctionne 3 mois et puis s'arrête. Alors en fait, il s'arrêtera même bien avant parce qu'il y a des stocks stratégiques qu'on n'utilisera pas parce qu'on les gardera pour l'armée, les ambulances et je ne sais pas quoi. Donc très vite, le pays s'arrête. En ce qui concerne l'uranium, on peut stocker des années de fonctionnement sur le sol. Et des années, ça laisse un peu plus de temps pour se retourner si on a un problème avec un fournisseur que 3 mois. Voilà. Voilà, donc en gros, on a, en passant des hydrocarbures au nucléaire, ce qui est la décision qu'on a prise dans la production électrique dans les années 70, 70, bien évidemment, nous avons gagné en confort stricto sensu. On ne peut pas dire qu'on ait gagné en indépendance. Par contre, on a gagné en confort et on a gagné en part de valeur ajoutée qui est réalisée sur le sol français versus ce qui est fait à l'étranger. On a aussi gagné, même si ce n'était pas le but à l'époque, mais du coup c'est quand même un atout précieux, sur les émissions de CO2. Quand on regarde les sondages sur les Français et l'énergie, en fait on se rend compte que ce qui va beaucoup compter, c'est le prix. Et après, il y a beaucoup d'autres trucs qui comptent quand même beaucoup moins. Ce que je constate quand même, c'est que les systèmes énergétiques, ils vivent sur un pas de temps qui n'est pas celui de la démocratie. Donc en gros, le gros problème des débats sur l'énergie, c'est qu'ils portent toujours sur des pas de temps qui sont un ordre de grandeur en dessous de ce qu'il faudrait regarder. On s'intéresse à ce qu'on va faire dans les années qui viennent, alors qu'il faudrait qu'on ait quelque chose d'un peu construit sur les décennies qui viennent et qu'on n'y revienne pas tous les 4 matins. Donc en fait, il faut arriver à créer un consensus dans la population, parce qu'il n'y a que le consensus dans la population qui transcende les alternances électorales, sur la façon dont il faut s'organiser, et ensuite qu'on n'en dévie pas trop, en espérant que le premier jet, que le coup d'essai soit un coup de maître, c'est-à-dire que le premier jet et la première copie qu'on rend soit la bonne. Parce que quand on est dans une course contre la montre, ce qui est notre cas, à la fois avec le changement climatique et avec l'épuisement de ce qui a fait la civilisation moderne, on ne va pas avoir droit à essai-erreur 50 fois. C'est absolument évident. Et là, en fait, on va déjà payer le prix d'une partie des essais-erreurs qu'on a fait dans le passé. Je ne suis pas en mesure de savoir moi-même comment expliquer très exactement ce qui s'est passé sur les 20 dernières années. Donc je continue à fouiller, à essayer de me construire une histoire. Je ne suis pas au bout de ma quête. Donc je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il y a eu un certain... Il y a des épisodes isolés qu'on est capable de reproduire. Par exemple, il ne fait absolument aucun doute dans mon esprit que la partie 50% de nucléaire et fermeture de Fessenheim, c'est Hollande qui voulait un accord avec les Verts. Donc ça, je suis capable de le caractériser, de le dater, etc. C'est un épisode... Voilà.
Mais c'était exactement pareil en ce qui concerne Jospin et Superphénix. Mais par contre, il y a d'autres trucs pour lesquels c'est très difficile pour moi d'essayer d'expliquer dans son ensemble. Un truc, par exemple, que je ne suis pas capable d'expliquer, c'est pourquoi est-ce que le pétrole est si absent du débat public en France. Le pic de production du pétrole, tout le monde s'en fout. Je redis, quand Cochet avait organisé son colloque ici, ça avait fait rigoler tout le monde. Et encore aujourd'hui, quand vous expliquez qu'on est déjà rentré en décrue subie d'approvisionnement pétrolier, les gens vous regardent avec des yeux comme des soucoupes. Ils n'en entendent jamais parler, etc. On a un peu commencé à parler du gaz depuis que M. Poutine nous fait des misères, mais enfin, sinon avant, on n'en parlait pas trop. Donc voilà, donc il y a une focalisation sur l'électricité dans le débat public qui ne vous aura pas échappé. Et en particulier sur un antagonisme nucléaire renouvelable, renouvelable électrique, je précise, puisqu'encore une fois, la première renouvelable en France, c'est le bois, qui n'est pas électrique, qui fait les choux gras de la presse et qui nous occupe beaucoup. Mais il y a des questions pour lesquelles j'ai toujours pas de réponse. Je ne sais toujours pas pourquoi est-ce que le débat public s'est structuré avec... en se focalisant sur certains points, pourquoi est-ce qu'il y a des décisions à certains moments qui ont été prises... Enfin, voilà, je n'ai pas encore les idées totalement claires sur le sujet, même moi. Quand on regarde où sont les usages du pétrole en France aujourd'hui, en fait, on a trois grands usages trois usages importants, on va dire. Il y a un usage dans la mobilité. L'essentiel du pétrole va dans la mobilité des marchandises et dans la mobilité des personnes. Et paradoxalement, on est plus dépendant encore de la mobilité des marchandises qui n'ont pas de jambes que de la mobilité des personnes. Il n'y a pas très longtemps, j'avais fait remarquer que si demain matin, il y avait une voiture sur 3 seulement qui était capable de rouler en France, eh bien, tout le monde gueulerait, mais en attendant, on arriverait à s'organiser quand même. Alors que si demain matin, il y a seulement un camion sur 3 qui roule en France, on a un tout petit sujet d'approvisionnement alimentaire. Donc, là, il y a 30% des camions en France qui transportent un truc qui se mange. Donc le pétrole, il sert d'abord à ça, il sert ensuite un peu au chauffage, et enfin, il sert un peu dans l'industrie, et dans l'industrie, son usage le plus précieux est comme matière première pour faire de la chimie organique, laquelle chimie organique va se retrouver absolument partout, dans les vêtements, dans les bâtiments, dans les détergents, dans j'ai envie de dire, les biens intermédiaires qui servent à toute l'industrie à l'aval. Les options pour remplacer le pétrole ne sont pas les mêmes en fonction de ce qu'on regarde. Alors, en ce qui concerne la mobilité, au Shift Project, on a fait il y a un certain nombre de morceaux du plan de transformation de l'économie française qui portent là-dessus. On a à la fois analysé la mobilité longue distance, dont la mobilité aérienne a fait l'objet d'un rapport à part, la mobilité du quotidien, la mobilité des marchandises. Donc, on a regardé tout ça. Si je fais court dans les conclusions, il va falloir faire avec moins de voitures, parce que l'énergie, c'est un demi de MV2, donc quand on déplace 1,5 tonnes de métal, ma foi, on a besoin d'une certaine quantité d'énergie, et si on n'a plus le pétrole, les énergies alternatives, que ce soit l'électrification, les agrocarburants, etc., ne permettront pas de conserver en France 40 millions de véhicules particuliers comme on les a aujourd'hui. Ce n'est pas nécessairement un drame, simplement il faut pouvoir s'organiser en conséquence. Non, ce n'est pas nécessairement un drame, mais de toute façon on va devoir faire avec. Donc je confère ce que j'ai dit tout à l'heure à la question sur la croissance. Donc après on peut taper du pied et se rouler par terre, mais ça ne changera strictement rien. Donc ça c'est votre métier, si vous le prenez comme ça. Hein. Donc je le redis, moi je suis là pour vous faire part de faits physiques. Les faits physiques, c'est qu'on va en avoir moins et qu'avec moins, on aura moins de voitures. Alors après, on peut s'organiser encore une fois en faisant en sorte que ce ne soit pas un drame, ou on peut ne rien faire. Et si on ne fait rien, à ce moment, ça sera un drame. C'est ça qui va se passer en fait. C'est-à-dire que au fur et à mesure qu'on sera privé, il y a des gens qui vont être sortis du jeu sans avoir vu le coup venir à l'avance. C'est exactement ça qui va se passer. Si on veut s'organiser pour pas que ce soit un drame, ça veut dire qu'il faut qu'on développe dans ce pays des transports en commun, pas nécessairement des transports lourds, du reste, il faut faire aussi des bus et des autocars. Il faut faire du covoiturage, il faut faire des modes actifs, alors qui sont particulièrement pertinents en ville et en périphérie de ville dense. C'est évidemment beaucoup moins facile de se balader à vélo sur 30 bornes quand on est loin de tout. Pardon ? Voilà. Oui, mais il y a plein d'endroits où on n'est pas loin de tout. Donc, il y a plein d'endroits où on peut quand même s'organiser pour faire autrement.
Il va falloir également s'occuper du transport des marchandises. Et là, c'est exactement pareil. Il y a une partie du fret qu'on peut électrifier sur autoroute ou sur grands axes en hybridant les camions et en les électrifiant. Il y a une partie du fret qu'on peut basculer sur le ferroviaire. Il y a une partie du fret qu'il faut arrêter de déplacer. Je ne pense pas aujourd'hui que... Si aujourd'hui on arrêtait les livraisons sous 24 heures par un GAFA que je ne nommerai pas, je ne sais pas si la population se suiciderait. Je ne suis pas complètement persuadé. Donc il y a un certain nombre de choses. On peut tout simplement y renoncer sans que ce soit dramatique. Ce qui va être ennuyeux, c'est pour les gens qui y travaillent. Donc en fait, si on doit renoncer à une activité, la vraie question, c'est pas tant le drame pour le consommateur, parce qu'il y a un certain nombre de choses pour lesquelles je pense qu'on y arrivera encore à peu près, c'est le drame pour les gens qui y travaillent. Donc en fait, il faut planifier ce genre de truc et il faut le faire avec un préavis suffisant pour que les gens puissent trouver quelque chose qui les intéresse ailleurs. En ce qui concerne le transport aérien est né avec le pétrole et mourra avec le pétrole. Là, quand on regarde les alternatives technologiques, il n'y en a pas une qui est à l'échelle de façon raisonnable. Si on devait, je vais juste vous donner un exemple sur les agrocarburants. Le pétrole aujourd'hui consomme 8% du pétrole mondial. L'avion, pardon, consomme 8% du pétrole mondial. Si je transformais en agrocarburant les 4 premières cultures végétales dans le monde, qui sont le maïs, le riz, le blé et le soja, intégralement en agrocarburant, j'aurais en gros un quart du pétrole mondial. C'est-à-dire que j'aurais 3 fois ce que consomme l'aérien. Donc on oublie les agrocarburants pour promener des riches en avion. On oublie quoi. Donc une partie du transport aérien va se contracter. Voilà, on va faire avec, mais c'est pas nécessairement un drame. Voilà, on fera autrement. Et ces choses-là, encore une fois, moins on les anticipe, et plus ça sera désagréable. Donc la technologie, elle va nous permettre d'amortir un certain nombre d'évolutions. Elle va nous permettre de trouver d'autres choses. Un vélo électrique, c'est un objet technologique. C'est un objet technologique. Vous avez aujourd'hui un certain nombre d'équipementiers en France qui ont commencé à se mettre à des pièces pour les vélos électriques. Si on passe de voitures importées à des vélos électriques fabriqués en France, on peut à la fois avoir de la sobriété dans les déplacements et gagner en emploi en France. Donc il ne faut pas voir nécessairement le changement de mode de déplacement comme quelque chose qui est nécessairement dramatique. À chaque fois, il y a des choses intéressantes et des choses qui le sont moins. Et il faut essayer de faire le tri de telle sorte que l'option soit la plus intéressante possible. Mais de toute façon, les limites de l'exercice, je le redis, c'est que du pétrole, on va en avoir de moins en moins. Et que c'est un truc qui est tellement extraordinaire en termes physiques, j'ai envie de dire, que les options pour le remplacer, on n'en aura pas à l'échelle. Voilà, c'est comme ça. Mais encore une fois, je ne suis pas sûr que ce soit très grave, si on s'organise bien. J'ai fait un petit calcul, et en fait, si le financement de cette centrale avait été fait avec de l'argent disponible à 2% par an, et non pas avec de l'argent disponible à 10% par an, comme c'est le cas dans le cadre de marché aujourd'hui où les acteurs prennent leurs risques, etc., la même centrale aurait produit des mégawattheures aux alentours de 50 €. Donc en fait, le vrai sujet du coût du nucléaire pour moi, c'est les structures de financement. Et la structure de financement dépend essentiellement du fait que ça soit mis dans un cadre public ou pas. Donc je vais le dire autrement, le nucléaire pour moi n'a rien à faire dans un cadre privé. C'est par essence une activité qui est régalienne, qui relève de l'État et qui doit accéder à des financements qui sont ceux de l'État. Mais j'ai le même raisonnement pour les ENR. Je fais partie des gens qui considèrent que d'avoir fourni des produits financiers à 15% de rendement sur capitaux investis sur les premiers panneaux solaires, c'était quelque chose qui n'aurait jamais dû exister. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Le fait d'arriver à installer la sobriété va avec le fait qu'il y a le cadre physique dans lequel nous devons raisonner à partir de maintenant ne nous laisse plus toutes les options. Alors il y a des domaines dans lesquels on le sait depuis longtemps. Par exemple, si je bats des bras dans cette pièce, je ne vais pas voler pour autant. Donc il y a des degrés de liberté physique qu'on n'a pas, on le sait depuis longtemps. Ce qui est beaucoup plus désagréable, c'est d'accepter l'idée que des degrés de physique qu'on a eus, par exemple, pour quelques heures de SMIC, de monter dans un engin qui va à 800 km/h et qui vous emmène à 2000 km de là où vous êtes, on ne l'aura plus. Ça, c'est quelque chose qui est compliqué. Et ça va nécessairement avec une notion, un mot que je n'ai pas encore prononcé jusqu'à maintenant, qui est le mot de l'équité. Il y a eu, il n'y a pas longtemps, comme vous le savez probablement, un petit débat sur la question des jets privés. Alors quand vous regardez ce que représentent les jets privés dans les émissions du pays ou la consommation de carburant du pays, ce n'est pas quelque chose qui est absolument crucial.
Par contre, c'est très emblématique d'un luxe ostentatoire qui apparaît comme insupportable à des gens qui vont devoir faire des efforts sur des gestes qui sont unitairement des gestes beaucoup plus modestes. Et donc la question de la sobriété, pour moi, elle est fondamentalement associée à la question, de la maîtrise de son propre destin. Donc ça renvoie à la question qui a été posée par votre collègue du RN tout à l'heure sur comment est-ce qu'on fait pour que des gens acceptent de continuer à avoir l'impression d'être maîtres de leur destin, alors même qu'il y a des choses qui physiquement leur seront plus accessibles. Donc ça, c'est quelque chose qui est évidemment une question cruciale. Et ça va également avec l'idée d'un arbitrage entre moins de liberté aujourd'hui pour plus de liberté plus tard. Parce qu'il y a aussi une question qui a été posée sur la démocratie. Le fait de pouvoir continuer, du reste par le même, le reste de pouvoir continuer à vivre en démocratie dans 20 ans, combien est-ce qu'on est prêt à payer aujourd'hui en kilomètres en voiture non effectués pour conserver ça. Bon, et il y a aussi ce genre de débat qui doivent être installés dans la population, et c'est pas simple d'illustrer ce genre de débat pour plein de raisons. D'abord parce que c'est pas simple d'illustrer le monde dans 20 ans, ou ce qu'il pourrait être dans les mauvais cas de figure dans 20 ans, c'est un truc qui est compliqué. Et voilà, mais on est clairement dans une discipline un peu nouvelle qu'on va devoir apprendre, que j'appelle parfois la hiérarchie des renoncements, c'est-à-dire à quoi est-ce qu'on est prêt à renoncer, qu'est-ce qui va pas être très coûteux finalement, et qu'est-ce qu'on a envie d'avoir en face. Est-ce qu'on a envie d'avoir en face un monde qui nous paraît plus assuré, par exemple? Est-ce qu'on gagne de l'espoir? Est-ce qu'on gagne de la sérénité? Est-ce qu'on gagne de la sécurité? Est-ce qu'on gagne des trucs comme ça qui n'ont pas de valeur économique stricto sensu, mais qui ont quand même une valeur importante pour les individus, puisqu'on est sur la question la question du confort psychologique et la question des valeurs, en fait. Voilà, il n'y a pas de réponse miracle. Donc là, c'est clair qu'on va tâtonner un peu, très probablement, mais il me semble qu'il est important d'emmener le débat sur ces terrains-là, encore une fois, qui est la juste répartition de l'effort, et le fait par ailleurs de tenir un discours adulte à la population, et donc de ne pas lui raconter trop de carabistouilles sur le cadre physique dans lequel on va être obligé de réfléchir. Mais, par contre, j'ai toujours dit qu'il fallait, dans un monde imparfait, et qui va malheureusement l'être de plus en plus, hiérarchiser nos possibilités d'action et choisir en premier là où la balance avantage-inconvénient est la plus intéressante. Or, je fais partie des gens qui ne croient pas que pour des raisons physiques, on ira jusqu'au bout des scénarios de déploiement des énergies renouvelables diffuses, électriques, intermittentes. Donc les 3 adjectifs sont importants. Je pense qu'on n'ira pas au bout parce que c'est trop complexe comme système. Il y a 4 conditions physiques sur lesquelles l'AIE et RTE ont dit qu'il fallait arriver à franchir une barrière que pour le moment on n'est pas arrivé à franchir. Il y a un petit document qui a été diffusé il y a 1 an et demi, je crois à peu près, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui listait les 4 conditions. Il y a un sujet de stockage, un sujet d'ajustement en fréquence, il y a un sujet de disponibilité, il y a un sujet de stockage intersaisonnier, qui est un truc très important. Enfin, bon, bref, il y a un certain nombre de conditions, et je pense qu'on n'y arrivera pas. Donc, or, le système nucléaire, on y est déjà arrivé une fois en France. Donc on a fait la preuve qu'au moins on y est arrivé une fois. Donc c'est exactement l'image qu'on utilise dans le monde sans fin. Ça fait partie des parachutes de secours. Mais vous savez, un parachute de secours, c'est un truc dont vous n'avez pas envie de vous servir. Hein. Déjà, vous avez dû sauter de l'avion parce qu'il était en flammes, et en plus le parachute dorsal ne marche pas. Donc, voilà. Mais c'est quand même quelque chose qui, à tout prendre, présente des avantages supérieurs à ses inconvénients. Voilà, c'est ça mon opinion, en ayant bien regardé. Mon opinion sur le nucléaire date d'une époque où je n'avais pas touché 1 euro d'un acteur de la filière nucléaire. Ça date du moment où j'ai commencé à m'intéresser à la question climatique. En fait, chronologiquement, j'ai regardé d'abord le climat, ensuite j'ai regardé le nuclléaire, et ensuite j'ai regardé le pétrole. J'ai regardé chronologiquement dans ces 3 ordres-là. À l'époque, j'avais 0 lien économique avec ce monde-là. Juste, j'ai été posé des tas de questions, et tant que je n'avais pas compris, j'ai continué à aller poser des questions. Bon. Et c'est de cette époque-là que date ma conviction que c'est une énergie qui est à mettre du côté des solutions et pas du côté des problèmes. Voilà. Mais ce n'est pas parce que c'est à mettre du côté des solutions que c'est miracle. J'ai jamais dit ça et je ne le dirai jamais. Alors, de numérique. Vous avez raison, j'ai mauvaise conscience. Bah oui. Alors le numérique, je vais d'abord le relier au thème de cette commission. C'est un domaine dans lequel nous n'avons aucune souveraineté. Aucune. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour payer mes impôts, je dépends des GAFA. C'est-à-dire la fonction la plus régalienne de l'État, qui est de lever l'impôt, a été confiée aux GAFA. J'ai besoin d'un ordinateur, j'ai besoin d'un système Internet
qui n'est pas opéré. J'ai besoin d'un système mondial de télécommunications. Enfin, tout ça, il n'y a plus rien dans cette affaire qui relève de la souveraineté française. Hein. Bon. Ce qu'on vient de faire sur la 5G est, de mon point de vue, un abandon supplémentaire de souveraineté, puisqu'on va obliger les Français, enfin on va inciter, pour être plus exact, les opérateurs français à s'équiper avec des tas de composants de réseau qui ne sont pas fabriqués en France. On va inciter les Français à changer de smartphone pour des appareils qui ne sont pas fabriqués en France. Donc c'est quelque chose qui est tout ça pour regarder Netflix dans le métro. Enfin, je ne suis pas complètement convaincu. Et pour avoir Tinder qui marche mieux. Du reste, au moins Free est honnête dans ses campagnes de pub. Donc l'opération du genou de Madame je sais pas quoi en Creuse, là, en fait non, c'est pas à ça que ça va servir. Donc on est clairement aujourd'hui dans ce que j'appelle l'ébriété numérique. Alors, avant de savoir si la première chose à faire est de fermer le compte YouTube de Jean Covici, ce qui est une option, puisque comme ça, on se dit, bah oui, ça supprimera de la pollution numérique. Ça, bon. Alors pour le moment, je fais ce que je peux en disant, regardez, en très basse définition. Mais bon, c'est clair que j'y participe aussi, hein, donc ça est une question pour moi aussi. Il y a quand même un certain... Alors, si on repart du début, hein, l'empreinte carbone du numérique, aujourd'hui, dans le monde, c'est à moitié fabrication des équipements, à moitié opération des équipements. Dans les équipements, vous avez tous les écrans connectés là, qui sont autour de cette table, enfin autour de cette salle, pardon. Vous avez les ordinateurs, vous avez les smartphones, vous avez les composants de réseau. Voilà, ça c'est et les serveurs. Et l'opération de ces équipements, donc l'électricité, c'est l'autre moitié. Ce qui tire aujourd'hui extrêmement fortement, donc vous avez raison de me chatouiller sur YouTube, ce qui tire aujourd'hui extrêmement fortement la croissance du trafic du système digital mondial, c'est la vidéo en ligne. Hein. Alors, les gens qui font du streaming, la Netflix en tête, YouTube est un gros pourvoyeur également de trafic data, le porno est également un gros pourvoyeur de trafic data, et après vous avez toutes les vidéos du petit dernier qui fait areux que les gens s'envoient. Et qui est quelque chose de nulle importance en général pour les récipiendaires, mais très important pour les gens qui expédient la vidéo. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on limite l'inflation de tout ça ? Alors il y a quelques suggestions qu'on avait faites à l'époque au Chiffre Projet. On avait proposé à l'ARCEP que les licences octroyées aux opérateurs soient faites sous condition de maîtrise de l'empreinte carbone. Voilà, c'est une option. À l'époque, ils nous avaient qu'à moitié rionné. Enfin, ils avaient noté l'idée. Voilà. Il faudra probablement, c'est toujours pareil, à partir du moment où on veut limiter un usage, il n'y a que deux options, hein, c'est les quantités ou les prix. Et au Shift Project, on est un peu plus communiste, donc on préfère les quantités que les prix. On pense que c'est plus égalitaire de limiter par les quantités que de limiter par les prix. Il va clairement falloir se poser la question. Et par ailleurs, aujourd'hui, la débauche d'équipements qu'on est en train d'utiliser pour des usages totalement récréatifs, le métaverse, etc., dont je ne suis pas complètement convaincu qu'ils vont aider à faire pleuvoir ou à se sortir un peu mieux de la situation qu'on est en train de décrire ici, c'est autant de composants qu'on ne pourra plus mettre dans des choses qui, aujourd'hui, sont indispensables au fonctionnement quotidien de notre société, avoir des banques. Aujourd'hui, les banques, c'est quoi? C'est des électrons et des ordinateurs. Hein. C'est ça, une banque, aujourd'hui. Hein. D'accord, sans électronique, ça n'existe plus, une banque. Hein. Si demain matin, on devait revenir au billet de banque et au comptable sur feuille de papier, le système explose. Bon. Donc, ces usages-là, qui sont, même si on dit beaucoup de mal des banques par ailleurs, il y a des usages comme ça qui, aujourd'hui, sont devenus essentiels à très court terme. Et on est en train de, entre guillemets, gaspiller des ressources pour des trucs assez futiles, au détriment de la possibilité de garder des trucs qu'on va devoir garder un peu plus longtemps précisément. Voilà. Donc il y a un vrai sujet là-dessus. Il me semble que ça justifierait également des investigations un peu plus approfondies de l'enceinte dans laquelle je me trouve, de se pencher sur qu'est-ce qu'on fait en termes de stratégie numérique dans ce pays, à part céder à la fascination devant le gadget. Et je suis désolé de le dire à votre groupe, notre président en tête. Hein. Nous inviter à penser que pour l'instant, le génie de l'homme n'a pas encore égalé la photosynthèse, en gros. Le génie de l'homme va avoir beaucoup de mal à égaler un certain nombre de merveilles de la nature, vous savez. On est d'accord là-dessus. Merci beaucoup, monsieur Jean Covici, pour les 2h30 que vous avez consacrées à répondre aux questions de notre commission d'enquête. Ça permet de brosser large et de progressivement entrer dans les sujets qui seront peut-être davantage les processus décisionnels que les choix technologiques, parce que ça contribue aussi à la façon dont on prendra dans le futur les décisions publiques. Merci à toutes et à tous pour votre participation, et puis je vous dis à la semaine prochaine, monsieur le rapporteur.